Donc c'est Aurélien qu'on va accueillir. Aurélien, je t'en prie. Qui nous rejoint et avec qui on va avoir cet échange. Donc ce matin, on a discuté... Je t'en prie, pardon. Ah oui. Prends un micro. Bonjour. Alors on va prendre un petit peu de temps pour arriver au film Joseph, qui est ce film sur lequel, encore une fois, avec lequel on est beaucoup aussi, à la fois on est intéressé, mobilisé également. C'est un projet qui nous touche beaucoup, qui interroge beaucoup le territoire, la mémoire du territoire, qui nous parle de la Retirada, et l'an prochain, en 2019, on en parlera beaucoup ici en région. Aurélien vit ici à Montpellier. Le film est produit par une société de production installée ici, les films d'ici Méditerranée. Je suis content de te saluer, vous saluer, Loïc, qui travaille au film d'ici Méditerranée. Donc il y a toute cette interaction, ce lien naturel qui se fait ici, et donc c'est aussi pour ces raisons-là qu'on a envie et besoin, je dirais, et plaisir à parler de ce film, avant qu'il ne soit fait, pour nous plonger nous-mêmes dans la fabrication de ce film. Mais avant ça, je proposais peut-être de faire un rapide parcours. Alors malheureusement, je n'aurai pas le brio de Vincent qui a su résumer le parcours de Mathieu Sapin à travers une affiche. Donc ça, c'était assez épatant à voir, et voir tous les liens comme ça qui pouvaient se faire cachés au sein de cette affiche, mais plutôt de le faire de manière plus linéaire, en parlant de quelques-unes des interactions que tu as entre le film et le dessin. On va parler de dessin, de film, d'affiches, et puis c'est toujours agréable, de musique, avec deux clips également qu'on va voir, pour lesquels tu as collaboré. Alors, est-ce que tu veux bien? Je commence tout de suite par la couverture de cette bande dessinée Clandestino, pour poser ce terme-là de BD documentaire, et la question autour de laquelle on tourne un peu depuis ce matin, à savoir l'interrogation du réel, notre rapport au réel, notamment notre rapport au tournage de films. Et donc là, c'est un rapport à un fait réel. Ce matin, on en parlait, une personne dans la salle posait la question. Est-ce que tu peux, en introduction, peut-être nous parler de ton travail pour cette bande dessinée avant de rentrer dans les méandres de ton parcours? Oui, alors, le réel, là, il est directement lié au fait que cette bande dessinée est en fait le fruit de plusieurs reportages. Parce que, donc, si on prend les choses au départ, moi je suis dessinateur pour la presse. Souvent dans ce qu'on appelle dessinateur de presse, souvent dans le dessin de presse, ce qu'on imagine ou ce à quoi on pense de façon assez immédiate, c'est les dessins type Charlie Hebdo, Canard enchaîné, ou toute cette école de dessin de presse sur l'actualité, est généralement assez caustique et satirique. Ce que j'ai beaucoup fait et ce que je continue à faire en partie, mais ce n'est pas que ça. Et il y a plusieurs types de choses et de familles de dessins de presse, mais il y en a une qui, moi, me tient à cœur depuis toujours et qui a été très développée dans Charlie Hebdo, aux premières époques de Charlie Hebdo, dans la première version années 60-70, mais qui était aussi dans la nouvelle formule, qui est de dessin de reportage. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, aller sur le terrain, sortir devant ma planche à dessin et parcourir des endroits de par le monde et traiter de sujets du réel, justement, en prise directe, sans être juste derrière ma télé ou mon poste de radio, à écouter les infos et à réagir en essayant de faire des blagues sur l'info. C'est pour aller faire du journalisme un peu plus de terrain, un peu plus journalistique, justement. Et en fait, moi, donc j'ai toujours eu cette démarche de tenter de faire du dessin de reportage, du reportage dessiné, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de journaux qui en prennent. Mais là aussi, c'est une histoire assez locale, c'est-à-dire qu'avec un journaliste montpelliérain qui était correspondant de Libé à l'époque, qui s'appelle Pierre Dom, on a imaginé de proposer des reportages à deux mains, on va dire, écrits et dessinés au monde diplomatique. Et pendant plusieurs années, on a fait des doubles pages de reportages écrits et dessinés pour le monde diplomatique. Et
Et assez vite, au bout de 3-4 reportages, moi j'ai découvert le reportage comme ça, aux côtés de Pierre Dom, qui lui avait vraiment plus d'expérience. Et au bout de 3-4 reportages en Algérie, Maroc, Espagne, je voyais qu'il y avait un lien entre tous ces sujets-là. Et puis, en parallèle, une frustration du fait que le reportage, c'est passionnant parce qu'on part, allez, une semaine, grand maximum, dans un lieu qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, sur un sujet qu'on a un peu travaillé à l'avance. Et il faut ramener des informations. Il faut devenir spécialiste du sujet en quelques jours et ramener des informations qu'on n'a pas vues ailleurs. Donc c'est passionnant, mais c'est hyper frustrant dans le sens où c'est une semaine ou quelques jours passés sur place très très riches, humainement et au niveau des informations qu'on récolte. Et par contre, dans le journal, moi dans le monde diplomatique, sur la double page, il y avait 6 dessins. Pierre avait beaucoup de signes par rapport à un article classique, mais c'est toujours sur le sujet qu'on a décidé de développer, un angle précis, et puis tout un tas de choix à faire, parce qu'on ne peut pas traiter de tout. Et donc, assez vite, moi, j'ai eu cette frustration de passer à côté de plein de choses que je ne pouvais pas raconter dans les reportages. Et puis, comme je l'ai déjà dit, cette espèce de fil conducteur entre plusieurs reportages qu'on faisait, des choses qui revenaient, des choses qui faisaient écho les unes aux autres. Et c'est comme ça qu'est né Clandestino. En parallèle, Pierre a écrit aussi des livres chez Actes Sud, un peu dans cette même démarche. Sur certains sujets, il y a des choses communes à certains livres de Pierre Dom et à Clandestino. Et il a fait sur d'autres sujets aussi. Là, par contre, je passe par la fiction dans Clandestino, parce que justement, tout en précisant aussi que tu t'appuies sur des rencontres, des faits. Bien sûr. Mais il y a cette partie fictionnelle que tu rajoutes, que tu composes. En fait, la fiction, elle a été un peu un passage obligé pour plusieurs choses. Déjà parce que, en effet, je racontais plusieurs histoires a priori dans la réalité décousues, parce que c'était pas les mêmes protagonistes, mais de fait, ils avaient des histoires communes, au moins sur le déroulé et sur ce qui s'est passé. Donc, rassembler tout ça en un seul personnage. On avait des disparités de lieux, alors que pour raconter quelque chose dans un livre, c'est mieux d'avoir une unité de lieu ou une logique dans un suivi de lieu. Et puis, il y a quelque chose d'un peu compliqué en journalisme, c'est voire pas présent du tout dans le journalisme européen et surtout français, c'est l'expression du ressenti du journaliste. On ne parle pas à la première personne et on ne met pas son sentiment. C'est pas de l'objectivité, mais l'objectivité n'existe pas vraiment en journalisme, mais c'est en tout cas, on se sort de son sujet. Mais là, j'avais envie de mettre dedans plein de choses de mon propre vécu, ou du vécu de Pierre d'ailleurs. Et c'est pour ça que passer par la fiction permet de passer par un personnage de fiction, un journaliste, ça reste un journaliste le héros principal, le héros, et d'y mettre tout un tas de ressentis et de sentiments. Alors, naturellement, en ayant ce matin les échanges avec Mathieu Sapin et son personnage en permanence à l'image, est-ce que ça, c'est une question que tu t'es posée et tu as décidé, tu as tranché, tu n'es toi physiquement, disons, tu n'as pas de personnage à l'image? Oui, parce que j'ai une démarche journalistique. Je ne mets pas mon personnage à l'image. Donc, c'est un choix. Si je veux mettre du ressenti, je mets de la fiction. Je passe par la fiction. Je ne vais pas mettre mon personnage à l'image dans un travail que je considère comme étant journalistique, même si la fiction, il est vraiment basé sur de la réalité. Alors en ayant aussi à l'esprit à la fois des sujets d'actualité qui traitent de ce sujet aujourd'hui, des migrants clandestins, de l'immigration clandestine, du documentaire et de la fiction, on comprend aussi la plus-value qu'il y a, enfin la plus-value, on comprend aussi la singularité et l'intérêt, je trouve aussi, de se pencher sur les bandes dessinées documentaires, parce qu'il y a aussi effectivement un mélange, comme tu viens de le dire, d'un regard d'auteur, d'une approche journalistique, et c'est vrai que le rythme, alors
Vincent pourrait en parler bien mieux que moi, mais c'est vrai que le rythme, le lien à ce découpage également nous permet de rentrer dans une histoire, d'être aussi en empathie également d'un sujet et d'être, je pense, aussi finalement touché par cette actualité qui ne devient souvent malheureusement, qui n'est réduit encore une fois qu'à une information en bout de journal. Hein. Voilà. Donc là, je trouve ça, dans une approche un peu comparative, je trouve là aujourd'hui l'intérêt pour nous, l'enjeu de la journée, c'est aussi d'expliquer la singularité et l'apport du dessin. Et je trouve que démarrer avec un Destino, ça résume, je trouve, assez bien. Tu viens de parler des dessins de presse. Est-ce que tu veux bien qu'on en voit en lien avec Je t'en prie. le cinéma? Donc c'est une manière aussi de C'est montrer éclectique. La diversité de ton travail, ici pour l'Express, de voir, là, encore une fois, la richesse de ton parcours et de ces interactions qu'il y a avec le cinéma. On va en voir 4 ou 5. Alors après, c'était en 2014, donc c'est toujours un moment d'actualité dont il faut se souvenir. Oui, alors j'ai essayé de choisir des dessins qui parlent à peu près d'eux-mêmes. Ça, c'était le moment. Il n'y a rien de pire que d'essayer de commenter un dessin. Oui, non, donc on ne va pas le faire. Et puis... Alors, les dessins de l'Express, juste pour rentrer un peu dans la cuisine interne, mais les dessins de l'Express, ça fait très longtemps que d'ailleurs j'ai pu dessiner pour l'Express, mais c'était des commandes pour illustrer des dossiers, des pages culture. Alors que le Monde, donc c'est un travail beaucoup plus régulier. L'Express, c'était au coup par coup et ça fait longtemps que j'ai pu travailler pour eux. Le Monde, c'est quasiment quotidien et ça dépend des sujets. Là, c'était un sujet en effet sur le CNC. Là aussi, c'était un dessin sur le CNC. Et quand on essaye de réaliser un film, c'était semi de l'humour. Hein, ce dessin, c'était un peu mon ressenti sur le coup. Ça, c'était pour un hors-série du Canard enchaîné sur le cinéma. Voilà. Avec une phrase, je pense, qui revient régulièrement chez tous ceux et toutes celles qui déposent des dossiers, qui sont recalés. Plein de commissions de tout type. Autre rapport bien sûr important auquel on pense beaucoup, hein, c'est ce court-métrage que tu as réalisé avec Florence Corr, produit ici par La Fabrique, Xavier Julio, 2011. Alors ce matin, la question a été posée aussi à Mathieu Sapin, son désir ou pas de réaliser des films d'animation. Il a dit pour l'instant, ce n'est pas le cas. Toi, ça a été le cas très vite. Tu as eu envie de passer à la réalisation sous cette forme-là, de films d'animation? Alors... C'est un peu comme le dessin en fait, c'est-à-dire que le dessin, on me dit souvent à partir de quand tu as voulu être dessinateur. Alors j'ai toujours dessiné, je me suis jamais arrêté contrairement aux autres enfants, c'est surtout ça la différence. Deux, ça n'a jamais été une option avant très très tard de devenir dessinateur, c'est-à-dire que c'était pas un métier qui était dans le domaine du possible ou de l'envisageable. C'est même pas que je me disais que c'était pas faisable, c'était que j'imaginais même pas que ça puisse être un métier qui me concerne. Et le cinéma, c'est un peu pareil. Quel jeune adulte ou adolescent ou enfant n'a pas un jour rêvé de cinéma, que ce soit acteur ou réalisateur ou je ne sais quoi. Et pour le coup, là, c'est pas du tout moi qui ai fait la démarche. C'était Florence Corr, donc, qui avait un scénario, une envie que ce scénario soit un scénario de court-métrage, une envie d'animation. Et m'a contacté suite à un reportage justement dessiné que j'avais fait dans 21 et en me disant voilà je trouve que ton style peut correspondre à mon scénario, est-ce que ça te dirait de faire un dessin animé? Oui, mais moi j'ai jamais fait, je sais pas faire. Donc je lui ai d'abord proposé de chercher un studio, ce qu'elle a fait, c'est la Fabrique qui a répondu favorablement, et donc on a fabriqué ce dessin animé, mais voilà, c'était pas une démarche de mon initiative, contrairement à Joseph. Et le sujet dans la revue 21, c'était aussi en lien? Là, on est sur le 17 octobre 1961. Ouais, dans la revue vraiment dessinée, sur le c'était style, sur l'hôpital. On va en voir tout de suite le teaser. Oui. Je vis dans la Seine, mais je ne suis pas né poisson. Non, depuis plusieurs années, elle me traîne. Elle me sème doucement. Je me répands dans son sein, au gré des algues, des excréments. Ah, les ordures, il y en a partout.
Mon lit ne lit, oui. Et moi maintenant aussi. Une pourriture sans doute. Depuis le temps. Combien déjà? Avant j'étais un homme oui pour certains. Un déchet, un rebut pour d'autres. Bon à jeter. Fabuleux faciès, Malek S. La chasse facile. Ah, le bon temps pour certains. Pour d'autres. Voilà. Il y a aussi l'envie aussi de réaliser en prise de vue réelle. Tu as fait aussi un court-métrage, si tu veux nous en dire un petit mot également, lié à, ouais, à Bob Dylan. Lié à Bob Dylan, ouais. Alors ça, c'était plutôt du domaine de l'expérience, en fait. J'avais envie de tester ça, et ça a été de l'entreprise familiale et amicale pendant une grosse semaine d'été. C'était un petit scénario que j'avais écrit autour d'une sorte de faux Bob Dylan. Mais je suis pas sûr qu'il voit le jour un jour. Enfin, on ne sait pas jamais hein, s'il y a des producteurs dans la salle qui sont intéressés, mais je ne pense pas. Enfin, toi, tu l'as vu, ceci étant. Oui. Mais alors, pourquoi tu dis? Parce que pour moi, il a vu le jour. Non, il a été. Il y a un montage final, si tu veux, mais il n'a pas d'exploitation. Il n'a pas été produit définitivement. Voilà, c'est un projet que j'ai laissé de côté pour l'instant. Je ne vais pas passer plus de temps à le faire évoluer, sauf si quelqu'un décide de vraiment y mettre de l'argent et de le faire évoluer. Mais le cinéma, quand même, contrairement à la bande dessinée, ça coûte très, 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 très cher. Et ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Il est possible que ce soit le dessin que Julien Revenu va faire, cette phrase-là. Ouais. Tu as compté le nombre de traits, j'espère, Julien. Très, très, très cher. Non, la bande dessinée, c'est quand même le cinéma du pauvre, et ça c'est génial. C'est-à-dire que j'ai jamais eu autant envie de revenir à la bande dessinée que depuis que je me suis lancé dans la réalisation d'un film. C'est-à-dire qu'au moins, je ne demande rien à personne. Je travaille quand je veux, je fais ce que je veux. Ça coûte pas grand-chose. Et voilà. Ceci étant, c'est passionnant, le cinéma. J'adore ça. Et le travail en équipe est génial. Mais c'est une complexité de mise en œuvre qui permet de retrouver le goût de la bande dessinée. Ouais. Et sur la dimension individuelle et collective, moi j'adore. Moi j'ai toujours un peu souffert de la solitude du dessin. Enfin, j'aime bien la solitude, travailler seul, hein, parce que sinon je ferais pas ce métier-là. Mais j'ai toujours bien aimé les ambiances un peu quand on fait de temps en temps, on fait des bouclages dans les journaux, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a une sorte d'émulation qui se perd un peu quand on est seul face à sa planche à dessin, mais qui apporte d'autres choses aussi. Et là, je trouve que le travail en équipe, moi, ce qui me plaît le plus dans le cinéma, c'est... alors, quand on est réalisateur, c'est assez flatteur et facile, parce qu'en fait, finalement, c'est nous qui avons le final cut, et c'est nous qui disons à la fin, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais il y a une sorte de proposition collective. Et moi, la manière dont j'adore travailler, par exemple, c'est le cas avec Octobre Noir, là, dont on vient de voir la bande-annonce. Vous avez peut-être vu, c'est la musique d'Ibrahim Malouf. Moi, je suis allé chercher Ibrahim, j'ai demandé une musique, s'il voulait faire la musique de ce court-métrage. Il m'a tout de suite dit oui. Et après, il me demandait plein de choses. J'ai dit non, mais je t'ai demandé à toi de faire la musique, tu fais la musique. Pour moi, il y avait un sens d'œuvre collective dans ce sens-là, c'est-à-dire que je choisis des gens avec qui on va travailler et je leur laisse une quasi carte blanche sur ce qu'ils vont faire dans leur partie. C'est ce que je fais pour Joseph avec la musique de Joseph, et pareil pour, par exemple, les décors, la création des décors dans Joseph, pour toute une partie. C'est un dessinateur de BD que j'ai choisi, que j'ai proposé à la production, et je lui laisse carte blanche. On établit ensemble des critères, mais je lui laisse une carte blanche à faire lui-même des propositions qui viennent enrichir ma démarche et le graphisme que je mets en place. Je ne lui demande pas de recopier mon graphisme. On passe peut-être rapidement sur un aspect aussi de ton travail, qui est la conception d'affiches, ici pour le film de Pierre Carl, produit par CP Productions. À ma connaissance, tu n'as fait qu'une.
Ouais, j'ai fait qu'une affiche. Ouais. J'ai fait d'autres dessins pour des films de Pierre Carl, plutôt promotionnels ou pour accompagner des crowdfunding ou des choses comme ça. Et j'ai vu un DVD là-haut du film iranien, oui. Pour lequel j'avais participé aussi. L'affiche est dessinée, mais c'est pas moi qui l'ai dessinée. Mais pareil, j'avais réalisé une série de dessins pour du matériel promotionnel pour ce film. Mais oui, c'est la seule affiche. Et ce matin aussi, on a abordé à propos de la dessinatrice Sandra Vérine, les dessins de concert. C'est aussi un aspect également que je trouvais intéressant de montrer sur grand écran et pour montrer encore une fois la diversité de ton travail pour arriver encore une fois à ce long métrage. Donc là, ce sont des images que tu prends en direct pendant les concerts? Oui, directement en concert. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ma passion pour le dessin de reportage et aussi mon autre passion étant la musique, les deux se retrouvent assez fréquemment et j'adore aller dans les backstage ou sur les côtés de scène pour dessiner. Et quels sont ces musiciens qu'on voit à l'image? C'est les Ogres de Barbac. Pour lesquels donc, tu as fait un clip? Pour lesquels j'ai fait un clip. Alors là, par contre, on n'est pas du tout dans la production classique. C'est pendant 1 an, j'ai fait ça de briques et de broc, de bricolage, en découvrant au fur et à mesure les logiciels qui allaient me permettre de faire ça. Donc je sais pas si tu as décidé de le montrer. Mais... Si tu veux bien, je veux bien qu'on le fasse. Moi, ça me dérange pas, mais oui. Voilà, il faut. C'est bien. Je pense qu'il y a une petite préparation linéaire à dire. C'est du bricolage, mais c'était super sympa à faire. Mais voilà, c'est pas de la grande production, quoi. C'est beau. C'est le clip. Merci, mais c'est le nom du clip surtout. Quand le concert commence, j'ai le cœur qui s'élance. Tu joues le flamenco et c'est beau. Donc on peut le voir et en ayant la petite. Tu sais que pendant très longtemps, je peux plus entendre cette chanson parce que pendant 1 an, j'étais dessus. Une fois de plus, pardon, Aurélien. Quand le concert commence, j'ai le cœur qui balance. C'est parti pour ce soir, t'accordes ta guitare. On en a pour des heures, sûrement toute la nuit. Ça dépend de l'humeur, de la tienne, de ton envie. Quand le concert commence, j'ai le cœur qui s'élance. Tu joues le flamenco et c'est beau. On est en petit jour, j'ai retrouvé l'amour. Une canette vidée nous sert de cendrier. On a passé la nuit à parler de nos vies. Moi, je n'ai pas tout suivi, parfois même assoupi. On est au petit jour, j'ai retrouvé l'amour. Je caresse ton dos et c'est beau. On a marché longtemps à travers bois et champs. On s'est un peu perdu, tout n'était pas prévu. Puis vint le réconfort d'être enfin arrivé au sommet le trésor d'une montagne désirée. On a marché longtemps, y a l'horizon, le vent. J'ai un peu mal aux os, mais putain qu'est-ce que c'est beau. J'y reviens, notre histoire, ça a pas fait 6 mois. Quelques lignes en mémoire des aventures extra. Un petit souvenir qui viendrait caresser l'envie d'y revenir et de recommencer. Je me souviens, toi et moi, c'est en moi, c'est comme ça. Une bulle douce dans le cerveau, et c'est beau. Pour t'endormir le soir, tu réclames une histoire. J'exécute volontiers presque à genoux ton souhait. Tu demanderais la lune aux petites merveilles. En croissant blonde ou brune, j'obéirais pareil. Pour t'endormir le soir, tu réclames une histoire. Après promis papa, je fais dodo. Et c'est beau. Ainsi je vis ma vie sans raison, sans souci. Et parfois j'ai pleuré et parfois j'ai souri. Viendra sans regretter mon dernier souffle aussi. Je chanterai ces gaietés qui ont rythmé ma vie.
ainsi je vis ami. Et pour finir, merci, jeter mes cendres dans l'eau. Oh, oh, oh. Ainsi je vis, merci. Et pour finir, jeter mes cendres dans l'eau. Bravo, c'est très bien. On peut le voir une deuxième fois si tu veux. Non, Alors, on peut arriver à Josep qui nous importe aussi beaucoup aujourd'hui dans ton actualité. ouais. Ce film en cours de fabrication, ce film qui est inspiré de la vie et l'œuvre de Josep Bartoli, combattant antifranquiste et dessinateur, exilé en France durant la retirada en février 1939. Rapidement, peut-être nous installer un peu la chronologie, la genèse de ce projet. Comment, effectivement, de ton désir, tu arrives aujourd'hui à travailler, à réaliser ce film? Alors, c'est une histoire qui commence à être un peu longue. Quand j'étais en train de finir de réaliser Octobre Noir, j'ai découvert le travail de Josep Bartoli dans un festival où son neveu, qui s'appelle Georges Bartoli, qui est photographe de presse, avait écrit un livre sur son oncle, donc Josep, qui est paru chez Actes Sud, qui s'appelle La Retirade, et dont la couverture m'avait vraiment touché. C'est un croquis d'un soldat républicain de brigade internationale sur ses béquilles et complètement mourant. Et puis donc j'ai feuilleté ce livre et puis j'ai pris en pleine poire toutes ces images d'abord de dessin de presse, parce que Josep Bartoli a été dessinateur de presse dans la presse anarchiste et communiste catalane à Barcelone pendant la République espagnole, donc de 31 à 36. En 1936, il a combattu côté républicain, côté anarchiste d'abord, puis côté communiste. Et ensuite, en 1939, il passe les Pyrénées comme 500 000 autres réfugiés. Et il est enfermé dans les camps du sud de la France, du Barcarès, du Roussillon, quoi. Et là, il dessine, ce qu'il n'avait pas trop fait, je pense, pendant la guerre, parce que c'était compliqué. Il se remet à dessiner. Et c'est un témoignage hyper fort et hyper beau, graphiquement, de ce qui se passait dans ces camps, de la vie dans ces camps. Donc, presque... l'expérience Octobre Noir m'avait quand même assez passionné. Donc, je propose au producteur d'Octobre Noir de travailler ensuite sur un autre projet dans la foulée, autour du travail de Josep et de la guerre d'Espagne. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, la guerre d'Espagne. Et donc, ça le tente. Voilà, on commence à discuter. Puis finalement, assez rapidement, il s'avère que ça sera un long métrage, un projet de long métrage. Et puis, assez rapidement aussi, on commence à gagner des bourses, des aides, notamment une aide de la région, pour vraiment travailler sur le projet et pouvoir monter un dossier CNC, une aide au développement du CNC. Malheureusement, après qu'on ait obtenu cette aide, le producteur est décédé subitement. Et donc, après quelques temps de flottement, le projet a été repris par un producteur senior avec qui on avait travaillé grâce à la bourse de la région, qui est Serge Laloux, et qui crée à ce moment-là, donc qui est producteur au Film d'ici à Paris, et qui crée en même temps une structure sœur, on va dire, des Films d'ici Paris à Montpellier, qui s'appelle les Films d'ici Méditerranée, avec Anne-Marie Lucioni. Et donc, ils ont décidé de reprendre ce projet sous les couleurs des Films d'ici Méditerranée. Donc voilà, c'est aussi la longueur, ça s'explique aussi comme ça. J'ai répondu un peu à ta question, il y avait d'autres choses. Absolument. Ah ouais, non, sur cette chronologie. Et ensuite, sur ce qu'on va y voir, c'est-à-dire en lisant le projet,
On comprend que c'est à la fois que tu vas nous parler effectivement à la fois de cette période, de ces lieux, de cette mémoire de ces lieux, mais également on comprend que c'est un film d'un dessinateur sur un autre dessinateur. Comment cette partie-là s'inscrit et va s'incarner à l'image? Alors, c'était pas évident pour moi au début. Moi, j'étais tellement passionné par cette époque de l'histoire contemporaine et tellement bluffé par le trait de Josep, et puis aussi par sa vie, hein, qui a commencé comme dessinateur de presse, qui a fait la guerre d'Espagne, qui a été enfermé dans ses camps, qui a beaucoup dessiné, puis qui est parti au Mexique s'exiler, qui a été l'amant de Frida Kahlo, et puis qui a passé la deuxième moitié de sa vie à vivre à New York, à être illustrateur de presse assez fameux à New York. Donc, moi, j'étais ébahi et un peu étourdi devant toute cette vie romanesque. Et j'avais du mal à trouver l'angle et pour Serge et pour les producteurs à m'accaparer ce projet. Et ils me poussaient tous dans cette voie en me disant mais tu es dessinateur, tu t'intéresses à un dessinateur, pousse ça. Et assez rapidement, c'est vrai que j'ai après une réflexion assez longue, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait par-delà tous ces sujets, c'était de rendre hommage au dessin, à ce point commun qu'on avait avec Josep, qui est finalement peut-être le seul, mais c'est qu'on est dessinateur. Et c'est le seul, mais en même temps, c'est beaucoup aussi. Parce que c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'envisager notre entourage, c'est une façon d'éditorialiser des événements qui se passent, de porter un œil dessus, c'est une façon de communiquer. C'est-à-dire, ça a été un peu dit tout à l'heure sur les mots et le dessin. On peut faire passer plein de choses dans un dessin sans bulle et qui raconte des choses au-delà de ce que ça figure, la manière dont on le représente explique ou raconte plein de choses. Et c'est donc tout ça que j'ai essayé d'insuffler dans ce film, sachant que justement pour sortir de ce bourbier de passion de toute la vie de Josep, il était clair que j'étais pas scénariste en plus, et donc on s'est adressé à un vrai scénariste de cinéma pour écrire ce film, qui est Jean-Louis Milesi, donc qui est le scénariste historique, qui travaille plus ensemble depuis quelques films, mais qui est le scénariste historique de Robert Guédiguian, et qui a fait un scénario, créé une histoire à partir de la vie de Josep absolument magnifique, et à partir de là qui m'a permis donc la V1 déjà, c'est la V1 du scénario, c'est l'histoire, c'est vraiment le gros squelette de l'histoire. On a tout, mais il reste à travailler la matière, et on en est la version sur laquelle on travaille aujourd'hui. Donc maintenant on passe à la phase de pré-production, donc on touche plus au scénario, on en est à la V6. Donc il y a eu 6 étapes de scénario pendant lesquelles j'ai insufflé justement de la vie à Josep avec l'aide de Jean-Louis, mais j'ai insufflé de ce qu'est le dessin, de ce qu'est le ressenti d'un dessinateur. J'ai jamais rencontré Josep de ma vie, mais je pense pouvoir savoir à peu près ce qu'il a pensé à tel moment, ou pourquoi il a fait ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a à l'image? On a des latrines, c'est très, oui, mais c'est très sympa. C'est ces dessins. C'est des dessins de Josep Bartoli dans de les camps, lui-même, qui ont été faits dans les camps. En fait, il y a un flic qui un peu moins rustre que les autres, qui avait vu qu'il aimait bien dessiner, qu'il avait fait passer du papier et un crayon. Et donc c'est assez émouvant. J'ai pu tenir dans mes mains ces carnets d'époque. Donc c'est du papier ligné de correspondance. C'était un bloc de correspondance et qui est donc un peu jauni par le temps, mais c'est possible qu'il était un peu jaune à l'époque. Et donc on voit encore Grand Bazar de Bram sur la couverture. Enfin voilà, ça avait vraiment été acheté au magasin du coin. Et il a dessiné beaucoup dans le camp de Bram. Dans l'Aude. Ouais. On bascule sur les dessins, quelques dessins du film que vous avez eu la gentillesse de nous montrer, qu'on peut voir. Et si tu veux bien, pour que ce que tu viens de nous dire s'incarne encore mieux dans nos esprits, voir ce qu'on appelle maintenant un teaser, qui n'est pas une bande-annonce. Tu veux nous en dire un petit mot avant? Oui, alors je peux vous dire déjà quelques mots de ce dessin-là. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle
une mise en situation du line-up. Le line-up, c'est les personnages principaux qui sont mis côte à côte pour montrer déjà la taille de chacun et la corpulence de chacun. Là, on a les deux personnages principaux qui sont Joseph à gauche, Serge au centre, qui est un personnage fictif. En fait, toute l'intelligence du scénario de Jean-Louis Milési a été de se placer le regard du spectateur et le narrateur de l'histoire dans ce gendarme qui a non seulement donné un crayon et du papier à Joseph, mais qui lui a ensuite permis de s'échapper des camps. Sauf que nous, on ne sait pas du tout qui c'est. On n'a aucune connaissance de cette personne, si ce n'est qu'on connaît l'histoire. Et Jean-Louis a décidé de choisir ce narrateur-là. Et donc, on a créé ce personnage dont on ne sait rien, qui est Serge. Et à côté, un tirailleur sénégalais qui était aussi très présent dans la surveillance des camps et qui est l'ami de Serge côté police. Parce qu'il y a tout un tas d'autres policiers dans le film qui sont beaucoup moins sympathiques. Et les décors, oui, juste les décors. Ça, j'ai posé. Donc ça, c'est le trait définitif des personnages, la mise en couleur que je souhaite la plus sobre et légère possible, parce que l'idée, c'est vraiment que ce soit un film sur le dessin et autour du dessin, et que ce soit presque l'animation soit là pour fluidifier et qu'on s'endorme pas en regardant 80 minutes d'un film dans une salle noire. Mais j'ai voulu le film comme si on était par-dessus l'épaule du dessinateur sur sa planche à dessin. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans un minimalisme d'effets et de pas de mise en scène, mais on n'animera que ce qui est absolument nécessaire à la compréhension. Et comme si l'animation était, si on est par-dessus l'épaule de ce dessinateur à sa table à dessin et que ce qu'on voit à l'écran, c'est le dessin qui est en train de composer le dessinateur. Tout ce qui bouge, c'est ce que peut imaginer le dessinateur dans sa tête au fur et à mesure, mais il n'imagine pas tout. On n'est pas en train d'essayer de faire du réalisme. Et là, le décor est donc un des décors créés par Laurent Bonneau, qui est l'auteur de BD qui participe à la création des décors. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ces images avant de les voir? On les découvre? Non, oui, juste peut-être une mise en garde sur le fait que c'est pas du tout l'aspect définitif du film. C'est du rough board, donc c'est même pas du storyboard. On a parlé de storyboard, enfin tout à l'heure mes camarades ont parlé de storyboard, mais là c'est une étape d'avance et ça a été un peu évoqué. Là, l'étape du rough board, c'est une étape, je sais pas si on vous en avait parlé tout à l'heure, mais en gros, on prend le scénario et moi, je le transforme en image, un peu comme si j'avais une BD à faire en plan fixe, parce que c'est toujours la même case, qui est du cinémascope en l'occurrence. Et je dessine très rapidement, encore plus rapidement que ce que vous avez vu au storyboard tout à l'heure, tous les plans du film pour que ça soit la base pour le storyboarder. Et c'est là ma mise en scène. Donc c'est toute ma partie de mise en scène, elle se fait là, à cette étape-là. Et on a fait un petit teaser, un petit trailer du film, à partir de ces images-là mises en couleur, parce que mon roughboard n'est même pas mis en couleur, et qui nous a permis aussi de tester les voix définitives du film. Donc les voix que vous allez entendre sont les voix définitives des personnages. Voilà. T'as entendu parler de cette époque ? 1939. Ça te dit quelque chose? Évidemment. C'est le début de la 2GM. Quoi? Deuxième Guerre mondiale? Non. La France est entrée en guerre en septembre. Moi, je te parle de février 39. Quand Barcelone tombe, 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. On les parque dans des camps de concentration. Tu crois qu'ils méritaient ça? Pas de docteur, pas d'eau potable. La gale, le scorbut, le typhus. Et la famine. C'est terrible d'avoir faim.
Pour vous. Vite, prenez, s'il vous plaît. Noticias de la teva promesa? Tens promesa? Una madrileña. Tampoc podria ser perfecta. C'est ça qui vont te faire les espingouins. Un second sourire. Là. J'ai rien fait. N'oublie jamais que c'est un ramassis de rouge. Hola, Josep. Hola, Frida. ¿Tienes fuego? C'est comme ça qu'on vous apprend à dessiner dans votre pays. C'est pas très ressemblant. Si, cochon. Très ressemblant. Saloperie d'espagnol de merde. On n'est pas obligé de faire. Si l'anime existeix, si l'âme, elle existe, c'est comme une belle idée. Ces idées qui ont porté, lui, moi, tous, le communisme, l'anarchisme, la République, ces belles idées, si elles ne rencontrent pas une belle personne, ça devient l'amour. Ça devient la mort. Voilà. Mais c'est très gentil de nous les montrer, parce qu'on a bien compris que c'est aussi très fragile aujourd'hui, et c'est important effectivement d'apporter cette petite introduction comme tu viens de le faire. Oui, c'est ça, parce que bon, naturellement, ces images ne sont pas sur Internet. Non, bien sûr, ouais. Mais, et encore une fois, un grand merci à Serge Laloux, à Élodie Dombre aussi, et à vous de nous avoir permis de les voir. Oui, non, mais je pense que c'est bien aussi de montrer le film en fabrication et toutes ces étapes là, ça permet de voir aussi quels sont nos tests, parce que mine de rien, on s'aperçoit aussi en montrant ce teaser à quel point même un dessin qui bouge pas provoque déjà une réaction et une base de discussion avec le public. En voyant également le projet, alors d'abord juste sur les voix qu'on vient d'entendre, ouais. On comprend aussi, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur le choix des personnes? Parce qu'en fait on comprend par rapport à Jean-Louis Mélésy, je ne vais pas préciser pour pas trop sembler monomaniaque sur le lien au territoire, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas non plus anodin de savoir que Jean-Louis Mélésy est de Bagnols-sur-Cèze, ouais, et c'est vrai que je repense à quelques-uns des films qu'il a réalisés, je pense à Nag la bombe ou à Lino en 2008, et également effectivement comme tu l'as signalé, aux 10 films de Robert Guédiguian qu'il a écrit, de L'argent fait le bonheur aux neiges du Kilimandjaro. Et je trouve que ce lien au territoire, il est vraiment important. Et on comprend dans la note de Jean-Louis Mélésy dans le dossier qu'il y a aussi une dimension personnelle, un attachement et une conviction personnelle. Comment s'est fait le lien avec les comédiens et comédiennes? Je pense notamment à Sergi Lopez qu'on vient d'entendre, dans le choix des voix et dans le lien au sujet les concernant. C'est rigolo parce que tu parles de Sergi Lopez et au départ, j'étais pas du tout convaincu qu'il fallait faire appel à Sergi Lopez. Je vous le dis d'autant plus facilement que je lui ai dit. Parce que pour moi, c'était une tarte à la crème en fait, d'aller chercher Sergi Lopez pour jouer un Catalan. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas être plus... Et puis en plus, sa voix que je connaissais dans les films français, je voyais pas Josep parler comme ça. Bon, il s'avère que je connais la voix de Josep, donc, mais il fallait faire ça à part. Mais... Pardon, comment tu la connais? Parce qu'il y a eu des enregistrements audio. Ouais, parce que lui-même est décédé il y a un peu plus en 95. Plus de 20 ans maintenant. Et puis, alors à l'époque, je vivais en Espagne, et puis je me suis dit, mais il y a un truc très particulier, c'est qu'avec ma femme, on avait remarqué que ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'avait au moins amené à cette réflexion, que les Espagnols avaient une voix assez grave.
les Espagnols femmes. Et on s'est dit peut-être que c'est la langue qui amène à ça et tout. Et puis, je suis allé écouter en fait des interviews de Sergi Lopez en catalan et en espagnol. Et en fait, il n'a pas la même voix qu'en français. Et de suite, ça prenait une dimension beaucoup plus... Alors, il y avait la langue déjà qui jouait beaucoup, mais on avait une dimension qui collait beaucoup plus à l'image et qui amenait un imaginaire beaucoup plus important. Et puis à partir de là, donc, je me suis dit, tiens, il s'avère quand même que c'est un super acteur, donc est-ce que je ne dois pas un peu plus écouter ceux qui m'encouragent de le proposer à Sergi Lopez? Et en fait, la réflexion qui est venue petit à petit, c'était de dire que le gros avantage qu'il avait, c'est qu'il parlait catalan, espagnol et français, ce que va parler Josep dans le film. Mais en plus, il a cette double culture, voire triple, si on parle de catalanité. Et il connaît très bien la culture française, il connaît très bien la culture espagnole, il est catalan. Donc, il pouvait insuffler à Josep cette notion d'exil. Parce que Josep, il a quitté l'Espagne à 28 ans et il a pas mis les pieds en Espagne avant 65 ans, 66 ans. Et donc, c'est exactement par ce biais-là que je suis arrivé à m'auto-convaincre de l'intérêt de proposer ce rôle à Sergi Lopez. Et puis après, ça a été une rencontre géniale. Donc aujourd'hui, je ne pose absolument plus la question de la pertinence de ce choix, parce qu'il a envie de le faire, il est passionné par le personnage de Josep, et c'est un acteur d'une générosité et qui a tout de suite compris ce que je voulais et qui a mis une énergie terrible et puis tout son talent au service du film, quoi. Le choix des autres, comédiennes et comédiens, là j'ai sous les yeux Philippe Naon. Oui, Philippe Bruno Naon, pareil, ça n'a pas été évident de trouver l'acteur qui allait pouvoir jouer ce rôle de grand-père mourant. Et je ne sais plus qui a eu l'idée de... Je pense qu'il était dans les listes que je m'étais faites, mais je ne sais plus qui... On était plusieurs. Son nom est sorti dans plusieurs listes, donc on l'a contacté. Pareil, lui, il a dit oui tout de suite. Assez passionné par l'histoire et par ce rôle. Et puis les autres, j'ai beaucoup pioché dans l'univers humoristique. Oui. Donc la voix du jeune Valentin que vous entendez, qu'on a vu le petit-fils du grand-père, c'est David Marsay qui fait partie d'un duo comique qui s'appelle Palmacho. Mon idole. Je te le présenterai. Et ils ont beaucoup tourné à Montpellier, ceci. Oui. Et Bruno Solo pour faire Serge jeune. Moi, ce qui m'attirait vraiment... Alors déjà, ça se voit pas forcément quand on voit le trailer de Josep, mais mon boulot au quotidien, c'est quand même plutôt de faire de l'humour. Et donc, j'ai vraiment cette culture-là depuis toujours, mais toujours encore d'avoir des... Vraiment dans l'humour politique, dans l'humour non politique. Et par exemple, Bruno Solo, qui est identifié plutôt, ce qu'il a fait avec Caméra Café, puis avant ou après, je savais qu'il était fasciné aussi par la culture de la guerre d'Espagne. Je savais qu'il avait un oncle qui était dessinateur de presse, Fournier, qui est mort assez jeune et qui avait créé un journal écologiste avec le professeur Choron, qui s'appelait La Gueule Ouverte. Donc voilà, c'est à chaque fois, j'allais chercher des gens. Je suis allé chercher des gens qui avaient de près ou de loin un intérêt pour le dessin ou pour cette époque, ou qui correspondaient à ce que je voulais faire. François Morel, c'est un peu un rêve aussi. Je rêvais un jour si je faisais un film qui est François Morel dedans. Là, le fait de lui faire jouer un flic qui est vraiment un gros salopard, ça a créé un contre-pied qui est que j'ai trouvé assez intéressant et assez inquiétant en fait, parce que quand il joue sa voix un peu humoristique sur un personnage vraiment pas sympathique du tout, ça crée quelque chose de très inquiétant. Alain Cauchy, c'est Jean-Louis qui me l'a proposé, c'est un ami à lui. Voilà. Qu'on a notamment vu dans les films d'André Téchiné, et à l'image, ici, le rôle de Frida Kahlo. Alors, comment ils ont dit tout à l'heure, un concept art, c'est ça?
que nous on appelle bêtement image de référence. Donc c'est une image de référence du film pour une scène qu'on a vue dans le trailer où Frida Kahlo sort de l'eau parce qu'en fait le grand-père qui raconte l'histoire a un peu des problèmes de mémoire et des fois il met Frida Kahlo dans les camps de concentration. Donc là on a Frida Kahlo qui sort de la mer. Je sais pas si le film ressemblera pile à ça à la fin, mais moi c'est une image que je fais pour dire aux équipes voilà ça c'est idéalement ce à quoi je veux que ressemble le film. Pour terminer sur ce chapitre des voix, comment tu vas procéder? Souvent, on voit les comédiens, comédiennes face à un écran et le texte en dessous. Est-ce que c'est dans ce sens que tu vas le faire? Non, parce que ça, souvent, c'est dans des séances de doublage. Donc, des grosses productions qui sont généralement faites en anglais à la base, même si c'est des films français. Et qui sont ensuite doublés par des acteurs selon les pays. Alors, c'est rigolo parce que tous les acteurs que j'ai contactés et qui vont être dans le film, il n'y en a aucun. Je crois aucun, je ne vais pas dire de bêtises, mais enfin quasiment sûr. Peut-être à part Bruno Solo qui avait fait du doublage de dessins animés. Et c'est tous le premier truc qu'ils m'ont dit, mais moi je ne sais pas faire de doublage. Et je leur dis, mais je ne vous demande pas de faire du doublage parce qu'en fait, on va enregistrer vos voix avant de faire le film. Et non seulement vous n'allez pas faire du doublage parce qu'il n'y aura pas les images qui bougent, mais en plus vous allez créer le personnage. C'est-à-dire que pendant qu'ils vont enregistrer les voix, on va les filmer avec une équipe de caméras sur place, pour que les animateurs ensuite qui vont créer les personnages et animer les personnages se servent du jeu d'acteurs des acteurs qui vont poser leur voix sur les personnages. Et donc c'est complètement à l'envers, et même ça nous permet de faire le rythme du film, parce qu'en cinéma d'animation, le montage se fait avant, au moment du storyboard. Une fois qu'on commence à faire l'animation, on sait exactement la durée de chaque plan. Et le rythme de montage du film qu'on va avoir au storyboard va être très différent selon ce qu'on enregistre comme voix. Donc il dépendra beaucoup de ça. Donc les voix, c'est la première chose qu'on va faire, là, au printemps sans doute. C'est la première étape de la production qu'on va faire. D'accord. Alors, avant de laisser la parole à vous, sachant aussi qu'il y a à la fois la dimension plongée dans la fabrication d'un film, mais qui a aussi une dimension probablement pédagogique aussi très importante, même si donc je pense qu'il y a aussi certainement des entrées, si je puis dire, sur le film. J'avais encore deux petites choses à signaler. La première, c'est la dimension contemporaine du film. Dans quelle mesure tu es attaché à cette dimension-là? Voilà, fin de ma question. La dimension contemporaine... Alors c'est un film qui, vu la longueur de son développement, de sa mise en œuvre, a eu le temps d'être rattrapé par l'actualité en fait. Et c'est vrai que parler aujourd'hui de camps, de gens qui fuient la guerre et qui sont enfermés dans des camps aux portes du pays ou à l'entrée du pays, ça résonne quand même très particulièrement, ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans, il y a 7 ans quand on a commencé à réfléchir au film. Donc moi, je tiens clairement à ne pas faire d'opportunisme et ne pas essayer de raccrocher à chaque fois le film à l'actualité ou tout ça. Mais on ne peut pas faire autrement que de penser à l'actualité des migrants, des réfugiés syriens et tout ça quand on fabrique ce film. Donc, forcément, le film en lui-même, il ne change pas beaucoup, mais notre façon de le présenter, de le porter... prend une charge un peu, historique, dans le sens, vous voyez, en 80 ans, finalement, on n'a pas beaucoup évolué sur l'accueil qu'on fait. Et le côté très positif de ça, c'est de dire, vous voyez, tous ces gens qui sont arrivés en 39, qui étaient dépréciés, critiqués, montrés du doigt, appelés ou traités de terroristes, parce que c'était des anarchistes et des communistes pour la plupart. Aujourd'hui, c'est des Ramirez, Hernandez, qu'on a tous comme voisins, amis, dans tous les villages de l'Occitanie. Il y en a même qui sont allés jusqu'à être candidats du Front National, par exemple, c'est-à-dire s'ils sont bien intégrés. Et donc, c'est quel superbe exemple. À la fois, le côté négatif de la médaille, c'est de se dire, en 80 ans, on n'a pas appris grand-chose sur l'accueil et
et l'humanisme face à des gens dans le besoin. Le bon côté de la médaille, c'est de dire, regardez quand même, finalement, l'intégration, la diversité, c'est quelque chose qui se passe sans qu'on s'en aperçoive, quoi. Et la deuxième chose que je voulais dire avant de conclure cette présentation, avant d'échanger, c'était de te laisser la parole, Vincent, si tu veux bien, parce que quand on va sur le site des films d'ici Méditerranée, on s'aperçoit que dans la partie en développement, il y a un projet que tu portes, parmi d'autres qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui est directement lié à ce film à Joseph. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit mot? Et ainsi, tu deviendras la personne qui a parlé le plus cette journée. Tu auras une bouteille de vin à la fin. Cool, super. La découverte du projet, et c'est qui t'a intéressé et comment tu vas t'en emparer? En fait, je parle sous ton couvert, Aurel. C'est-à-dire que avec Serge et Aurel, on imaginait de produire en fait un documentaire qui serait non pas le making-of du film, mais qui serait un hors-champ du film. Et en voyant un peu mon travail sur Là où poussent les coquelicots, Serge m'a contacté et m'a dit voilà, je te propose de travailler avec nous sur le projet Joseph d'Aurel. Alors avec Aurel on se connaissait déjà, puisqu'on avait notamment, on était allés ensemble en Algérie à un festival de bande dessinée. Il avait accompagné le petit carnet Bulle d'Exil où il avait fait un petit dessin très sympathiquement qui accompagnait ce projet-là. Et donc du coup est né un projet où, en fait, j'ai fait une proposition par rapport à cette première rencontre qui était de m'interroger sur ce que c'est que dessiner la retirada, ce que c'est que dessiner le passé, en fait, ce qu'implique dessiner le passé. Et du coup, j'avais envie de travailler sur cette écriture visuelle de l'histoire par le biais du film d'animation, donc sans que ça soit un making-of, mais essayer de voir comment Aurel, d'être un petit peu par-dessus son épaule, c'est ce que tu disais, et de voir comment il s'empare de matériaux historiques, c'est-à-dire des images d'archives. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup de photographies qui ont été réalisées dans les camps. Il y a des films de cinéastes amateurs, notamment à l'Institut Jean Vigo, mais ces documents photographiques et cinématographiques, ils ont été réalisés au début de la retirada. Après, les caméras ont disparu dans les camps, elles ont été confisquées, et donc du coup, c'est le dessin qui est venu ici comme une forme de témoignage historique, les dessins de Joseph Bartoli, mais pas que, parce qu'il y a d'autres dessinateurs qui ont aussi produit des dessins sur les camps. Et donc, à un moment donné, les historiens, pour raconter cette histoire-là, sont impuissants, parce qu'il faut une part de fictionnalisation de l'histoire, et du coup, Aurel la propose avec Jean-Louis sur ce gendarme, dont on ne connaît pas grand-chose en fait, et qui moi me rappelle d'autres gendarmes de l'histoire du cinéma. Je pense notamment à celui de René dans Nuit et brouillard, le gendarme de Pithiviers, caché avec une poutre. Donc du coup ça m'a fait réfléchir. Et en fait c'est cette idée d'interroger avec Aurel, mais pas que, parce qu'on veut ouvrir aussi sur cette réflexion-là avec d'autres dessinateurs, notamment des dessinateurs espagnols qui ont été les dépositaires d'une mémoire familiale de la retirada dans leur travail. Notamment Paco Roca, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle L'Ange de la Retirada, et aussi Antonio Altariba, qui a fait une BD qui s'appelle L'Arte de volar, l'art de voler, qui est magnifique, qui raconte l'histoire de son père sur tout le XXe siècle, et notamment qui a traversé la frontière aussi. Et donc voilà, interroger ce qu'implique de dessiner le passé, non pas l'histoire, mais le passé justement, et de dessiner la retirada. Et dans cette perspective-là, on a envie aussi de refaire le chemin de Joseph et de refaire la traversée des Pyrénées avec son neveu et avec Aurel pour faire ressurgir l'histoire à travers des dessins, des images d'archives, etc. D'accord. Quel est celui des deux films qui sera visible en premier? Le tien? Je crois que c'est celui de Vincent. Oui, je pense, parce que là, sur le travail d'animation encore, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais on pense du coup accompagner aussi la sortie du film avec le documentaire en amont. D'accord.
Une petite information aussi sur l'actualité également du sujet. Madame, tout à l'heure, me posait la question de savoir quels étaient les films qui étaient disponibles et projetables en établissement scolaire. En ce moment même, il y a un film qu'on accompagne et qui peut être projeté par tous autant de fois que vous le souhaitez, qui est un court-métrage d'animation produit par Xbo Film, Luc Amili, et réalisé par Marc Ménager, qui s'appelle Boléro Paprika, et qui revient précisément sur une opération, sur un coup de filet qui a eu en 1950, qui de ce nom-là, de cette opération au Boléro Paprika, et qui a consisté à arrêter de nombreux communistes espagnols notamment. Voilà. Et dans le film, qui mélange à la fois une technique d'animation plus classique, comme on peut l'avoir, mais aussi en stop motion, mais également du sable animé, la retirada est évoquée également de manière aussi très onirique et très sensible et très personnelle. Je vous propose, j'ai l'impression, Julien, qu'il y a la possibilité de voir une intervention. Alors, peut-être on va la voir tout de suite. Alors, une précision aussi, Julien m'a appris tout à l'heure qu'il a fait le storyboard d'Octobre Noir. Tout à fait, ça. exactement. J'aurais pu le préciser. Ouais. Si on peut le voir, sinon, attention à la surprise. Ça, tu vas pas trop mal dessiner. C'est pas garanti quand même. Hein. Comptable quand même. Ah, il te connaît bien. Ouais, c'est tellement vrai. Super. Merci beaucoup. Et pour terminer ces quelques extraits, alors il y a eu tout à l'heure Les Ogres de Barbac, je vous propose de voir un autre clip. Majid Cherfi, On part. Ouais, On part. C'est plus récent. On part, ouais. C'est... ça date d'il y a 2... Enfin, moi, j'ai fait le... C'est pas vraiment un clip, hein, c'est une suite... Enfin, j'ai un peu l'impression de dire que c'est jamais un clip que je fais. Là, ça bouge pas pour le coup. C'est plutôt un diaporama d'une histoire qui se déroule en dessin sous nos yeux et qui accompagne donc la chanson, le très beau texte On part de Majid Cherfi qui est sur son dernier disque. On part quand on a vécu dans des camps, on part quand on est mal loti, on part pour un peu de douceur. On part quand on a vécu dans des camps, quand on est le dernier des Mohicans, quand y a plus d'eau, plus de savane, quand on sent que c'est pas des vannes. On part pour des ustensiles en inox, pour monter sur un ring de boxe, pour une promesse de taille, un podium ou une médaille. On part au nord, comment ça se fait que c'est là que vivent les contes de fées? On part, dites pas le contraire. On part quand on n'a pas de peau, à la rencontre d'un zippo. Et tant pis si pour l'attraper, il va falloir sortir l'épée. On part quand on est mal loti, pour un peu de riz basmati, pour 4 saisons qui vous mettent une allumette dans la tête. On part un peu pour la patrie, on part pour libérer un lit, puis on s'accroche, on n'est pas prêt, comme un tableau noir sacré. On part au nord, comment ça se fait que c'est là que vivent les contes de fées? On part, dites pas le contraire. On part, on se souvient de l'eau qu'on a mis dans le vin, pour faire partie de la grande famille en vain. On part pour des riens, pour des clopes, pour voir en vrai le stéthoscope, la blouse blanche et l'ascenseur. On part pour un peu de douceur, on part pour soulager sa mère. Ça n'a rien d'extraordinaire, et soudain quand la voix vous glisse, va mon fils,
On se dit que c'est pas des blagues, il faut se jeter dans les vagues et surtout pas mourir sous peine de lui faire de la peine. On part au nord, comment ça se fait que c'est là que vivent les contes de fées? On part, dites pas le contraire. On part, tous les partants vous le diront, que c'est au sud que ça ne tourne pas rond. On part au nord, comment ça se fait que c'est là que vivent les contes de fées? On part. Bravo Aurélien, merci. Alors il y a peut-être des questions sur ces points, des précisions à demander. On peut faire circuler le micro si vous le souhaitez. On est plusieurs de l'équipe, donc ils sont cinéma ici, enseignants, donc c'est aussi, on peut aussi aborder d'autres projets qu'on a pu citer tout à l'heure. Voilà, s'il y a quelques questions, c'est le moment. Mais rien ne vous y oblige, naturellement. Hein. Je vous en prie. Madame qui se demandait pourquoi Mathieu Sapin n'avait pas travaillé, s'il était intéressé pour travailler autour des migrants. Voilà, je vous en prie. Bonjour. Alors, une question sur votre parcours. En fait, est-ce que j'ai bien compris, vous étiez comptable au départ? Non, c'est une. Comment ça s'est passé en fait C'est une blague de Julien. Donc voilà, c'est ce que vous pourriez nous dire. Est-ce que vous avez fait une école ou comment vous êtes arrivé à Non, j'ai pas fait d'école. Quand j'ai voulu, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec le dessin, puis je me suis dit à un moment donné que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, donc je me suis lancé dans le dessin au départ, essentiellement dans le dessin de presse, et puis petit à petit la BD. J'ai découvert d'autres choses, mais non, j'ai pas fait d'école de dessin. J'ai un parcours assez classique chez les dessinateurs de presse, c'est-à-dire sans parcours prédestiné ou prédestiné à ça, et autodidacte de façon générale. Oui, je vous en prie. J'avais une question sur le dessin de reportage. Oui. Pour toi, quand tu arrives quelque part, du coup, c'est quoi le bon point de départ pour commencer à faire un dessin de reportage? Alors, le point de départ, c'est l'aéroport. Non, j'ai pas de... Pour faire un reportage, tu dis, c'est ça? Ou pour le... Non, un dessin. Enfin... Ouais, mais en fait, je vais revenir à ma blague de départ, l'aéroport, c'est-à-dire qu'à mon avis, il n'y a pas... Il faut dessiner tout. Il n'y a pas de bon sujet ni de mauvais sujet. D'ailleurs, notre premier sujet avec Pierre Dôme, pour le monde diplomatique, c'était le trajet entre Sète et Tanger au début de l'été, où tu as tout un tas de familles d'origine marocaine qui font le voyage pour aller passer l'été ou une partie de l'été au Maroc. Et donc en fait notre reportage c'était ça. Donc tu vois que le point de départ là c'était Sète. Enfin tu vois même le voyage en lui-même peut être le point de départ. C'est-à-dire que ça dépend quelle est la focale que tu veux mettre. Mais moi je dessine à partir du moment où je pars en reportage, je dessine tout. Et ensuite moi j'aime bien l'idée. Alors c'est pas facile à appliquer dans le cinéma parce qu'on nous demande toujours d'écrire, de donner plein d'arguments et tout ça. Mais en fait, moi, j'aime bien l'idée que le sens naît un
un peu comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, inconsciemment en fait. C'est-à-dire que tu crées pas quelque chose dans le but de lui donner du sens. Avec posteriori. Oui, voilà, il faut pas trop y penser. Ça doit apparaître, ça doit devenir une évidence. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette toute faite en reportage, si ce n'est se laisser guider par les rencontres, par les choses que tu n'avais pas prévues. Et pas forcément partir avec un projet avant de dessiner, enfin un message à transmettre. Un message à transmettre, surtout pas si tu fais du reportage, parce que c'est antinomique. Oui. Non, mais je veux dire, une idée préconçue, quoi. Oui, c'est ça, plus. Ouais. Une idée préconçue, oui, non. Enfin, c'est pareil, c'est la même réponse. Le reportage, c'est un exercice journalistique, donc il faut partir avec le moins d'idées préconçues et avec le moins de. Donc finalement, le dessiner, on n'est pas des militants, quoi. C'est une façon d'appréhender ce que tu vois. Tu le comprends finalement en le dessinant aussi, en remarquant ce que tu n'avais pas forcément. Ouais, mais même je vais aller plus loin. Et des fois, les lecteurs comprennent des choses à travers mon dessin que moi-même j'ai pas vu. Ok, merci. Alors j'avais cru aussi que c'est assez beau quand ça se passe d'ailleurs, je trouve. J'avais cru dans votre question aussi avec quelque chose de très pragmatique et qui est revenu à plusieurs reprises depuis ce matin. Mathieu Sapin en a parlé, Sandra aussi en a parlé, c'est aussi l'endroit, et puis on l'a vu avec toi Julien te déplaçant, c'est-à-dire cherchant le point de vue et quelle est la meilleure place à trouver, à quel endroit on se situe au mieux. Voilà. Il y a aussi peut-être, je ne sais pas si c'est à la fois le positionnement par rapport au sujet, mais aussi tout simplement par rapport à ce que tu vas filmer. Donc là, c'est très général parce que ça va dépendre de chaque situation. Mais aussi, on a compris, en tout cas, dans cette journée, ce n'est pas une question, qu'effectivement, c'est une question qui est une réflexion qui est permanente et qui est naturelle. C'est-à-dire quel est le point de vue à adopter pour le transmettre, ensuite le traduire sur papier. Il y avait une question, une main qui s'est levée là. Non, pardon. Sinon, j'avais une question, mais on en a un petit peu discuté ensemble, mais je trouve que c'était intéressant. Je t'avais posé la question, pourquoi en fait cette histoire de Joseph, tu en as fait un film d'animation et pas une BD ? Parce que tu es dessinateur de BD aussi, et du coup ça nous a amené à réfléchir sur le fait que est-ce qu'on peut mettre la retirata, un mouvement de l'exil comme ça, en case ? Oui, c'est vrai, heureusement que tu as précisé, parce que je ne me rappelais plus ma réponse. Mais en fait, cette discussion, on l'avait eue en feuilletant des bandes dessinées, justement. Et en effet, et j'y avais pas pensé avant, mais c'est en feuilletant des bandes dessinées ensemble qui traitaient de la retirada que ça a été une évidence. Parce que la question, j'ai dû y répondre 50 fois dans des dossiers, des machins, pourquoi faire un film, pourquoi un dessin animé, etc. etc. Quand je parlais des lourdeurs du cinéma, ça en fait partie. Loïc des films ici acquiesce. Ouais, c'est lui qui les monte, qui les réécrit, qui les envoie. Donc il voit très bien de quoi je parle. Et il en écrit beaucoup des choses aussi. La retirada, c'est un mouvement. C'est des grands espaces, c'est des petits bonhommes perdus dans des grands espaces. C'est long, froid, flippant, etc. Et le principe même d'enfermer ce mouvement et cette progression dans des cases, c'est pas évident à mettre en. Tout à l'heure, je parlais de ce qui passe au-delà de ce que figure un dessin, ce qu'on fait passer dans la façon de le dessiner, dans l'outil qu'on prend, dans le cadrage qu'on y met, etc. Dans le point de vue. Et ben typiquement, la BD, j'ai pas vu beaucoup de traitements en BD de la retirada qui me satisfassent. Parce que justement, c'est toujours enfermé dans une case. Ou dans même une double page. Donc, à la limite, il faudrait faire que des doubles pages. Mais c'est une vraie question de forme. En fait, on a toujours l'impression que le fond, c'est quand même le truc le plus intellectuel et la forme, ça passe après. Mais on n'imagine pas à quel point la forme contraint ou aide le fond et peut parfois faire passer tout un tas de messages ou permettre de raconter des choses sans être obligé de l'aborder dans le fond de ce qu'on raconte. Et Joseph, c'est un film en cinémascope. C'est pas pour rien. Enfin, typiquement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le reportage, c'est le sens est venu après, mais immédiatement je le voyais en cinémascope.
si on m'avait demandé de le justifier, personne m'a demandé de le justifier, très, très heureusement, mais c'est né au fur et à mesure de cette intuition du cinémascope, du plan très large, pour ce... Alors, au final, la retirada, on en parle très très peu dans Joseph, hein, quasiment pas. On montre très peu de ces moments de retirada, mais tout ce que raconte le film et toute l'ambiance du film est liée à ça. Julien, tu avais une question? Oui, bonsoir, je suis là. Simplement, je voulais savoir, pour le film, comment vous appréhendez le fait de lâcher votre dessin, qui est quelque chose de très personnel, pour des animateurs. Donc, en gros, lâcher votre bébé, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez leur faire confiance? Est-ce que vous êtes sur leur dos? Alors, j'ai le choix entre leur faire confiance et me taper 12 images par seconde pendant 80 minutes. Donc je pense que je vais leur faire confiance. Pas le choix, quoi. Mais au-delà de ça, c'est quand même des professionnels et c'est vraiment leur boulot de reproduire un trait avec des contraintes. Parce que justement, il faut qu'ils produisent beaucoup de dessins et il faut qu'ils soient animables. Et mon dessin n'est pas forcément facilement simple à reproduire. Et en tout cas, il est très très dur à animer. En tout cas, tel que le style de dessin que j'ai choisi pour Joseph. Donc c'est une discussion en fait, c'est des compromis, voilà. Mais je suis pas genre d'artiste hyper braqué sur ses dessins, son style. J'ai bien pris conscience que dans Joseph, puis en plus je suis pas persuadé d'être le dessinateur du siècle non plus. Donc franchement je prends tout ce qui peut aider à raconter l'histoire et à faire le film tel que j'ai envie qu'il soit fait. Et c'est évident que, comme on le disait un peu, c'est un travail choral, même si c'est moi le réalisateur et qu'au final, c'est moi qui vais dire oui, ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est un projet où il faut des forces de proposition. Et il faut que moi, je fasse des pas. Mais je ne suis pas du tout du genre à dire non, c'est mon dessin, c'est comme ça et on ne fera pas autrement. Si ça garde l'esprit et qu'au final, le résultat est bien, bah, tant mieux. Et les décors, par exemple, moi, je savais ce que je voulais. Et puis, voilà, on a proposé à un dessinateur de faire des décors dans un style qui fait déjà, lui, dans ses BD. Je ne lui ai pas demandé de recopier mon style. Et ça correspond très, très bien à l'ambiance que je veux. Voilà, il faut trouver les bonnes personnes, en fait. Et quelle est la méthode que vous allez employer? Est-ce que c'est l'émission traditionnelle ou quelque chose de plus numérique? C'est un mix, en fait. On travaille avec un studio qui a un logiciel, enfin pour toute la partie, donc vous avez vu dans le trailer, il y a toute une partie dans les camps et une partie contemporaine où le grand-père raconte à son petit-fils l'histoire de Joseph. Pour la partie contemporaine, c'est hyper traditionnel. On est dans de l'animation très classique et dans le fonctionnement de fabrication très classique. Pour toute la partie historique qui représente quasiment 70%, je dis pas de bêtises, Loïc, c'est toi qui as fait le calcul, 70% du film, on travaille avec un studio qui a développé un logiciel en interne qui est un peu particulier, mais qui permet de faire une animation semi-assistée. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un budget assez... c'est un budget correct, mais pas démesuré, loin de là. Donc il faut tenir dedans, et c'est pas toujours simple. Et donc ce studio a développé cet outil qui est sur une animation semi-assistée, donc, et qui a le gros avantage de travailler à partir de traits, TRAIT, S même, propres au dessinateur de départ. Donc ils utilisent une bibliothèque de traits, de tracés et propre au dessinateur. Donc on a vraiment un rendu dans le style du trait du dessinateur d'origine, donc moi en l'occurrence, et avec une animation qui est aidée par le logiciel pour que l'animateur ne soit pas obligé de reproduire mon trait à chaque fois, justement. Oui, Estelle. Oui, moi je m'interrogeais un peu sur ton rapport au son. Tu disais tout à l'heure que tu étais passionné de musique et je trouve que ça se ressent dans les images animées qu'on a vues.
Il y a quelque chose comme ça qui vient un peu en symbiose avec toi, ton trait, et qui donne une grande force émotionnelle aux images, je trouve. Et je voulais savoir comment tu travaillais là-dessus. Est-ce que c'était important pour toi? Est-ce que cet aspect-là, tu lui attaches une importance? Et est-ce que ça te manque pas dans ton travail, justement, d'auteur de BD? Bah si, c'est exactement pour ça que je me suis attelé à essayer de faire de l'animation. Enfin, donc au départ, j'ai expliqué Octobre Noir, c'était pas de mon propre chef. Enfin, c'était pas une idée qui était mienne, mais Joseph, c'est vraiment un projet que j'ai initié. Et c'est parce que tout ça manque cruellement à de la BD. Et même dans Clandestino, il y a de la musique, il y a de la musique. Je mets des éléments de musique. Je rêvais qu'il y ait Clandestino. Clandestino, c'était normalement le premier tome d'une série avec ce personnage de journaliste qui devait revenir. Bon, le fait est que le réalisme éditorial a fait que c'était pas possible. Mais j'avais décidé, par exemple, de prendre comme titre chaque fois un titre de chanson. Donc Clandestino, là, c'est un titre de Manu Chao. Le suivant devait s'appeler Overseas Telegram, comme une chanson de. Donc, j'ai toujours un lien avec la musique très 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 fort. Et oui, ça compte énormément. Moi, l'étape là qui va commencer bientôt avec les voix, enfin en parallèle des voix, c'est qu'on va faire un premier montage très très grossier à partir du rough board du film, qui sera sans doute beaucoup plus long que ce qu'il faudra garder au final, mais pour moi, c'est l'étape d'après, c'est là où ça va prendre vie maintenant que j'ai choisi mes plans, c'est savoir quelle durée ils vont avoir et quel souffle on va mettre au film. Et pour moi, c'est de la musique, c'est du rythme. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment, je le pense. Enfin, je joue de la musique aussi et je le pense vraiment comme une partition. Et c'est un plaisir, parce qu'on a parlé des voix, mais on n'a pas parlé de. Enfin, il y a une des voix qui est la voix de Frida, et puis qui va donner sa voix à une des prisonnières du camp, qui est Silvia Pérez Cruz, qui est une chanteuse catalane qui va faire la musique du film. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le moteur, c'est le plaisir, l'envie, et je suis hyper fan de savoir que c'est elle qui va travailler à sa musique, tellement j'adore sa musique, et je me dis qu'on va construire quelque chose ensemble dans ce film, comme ça a été le cas avec Ibrahim sur Octobre Noir. C'est ces interactions et ces symbioses de travail qui me passionnent, et notamment dans la musique. Si j'ai répondu à la question. Oui. Bien, eh bien, on vous remercie. On remercie tous les intervenants de la journée. Vous tous, bon retour, parce que pour ceux qui viennent d'un peu loin, on a vu les provenances. Juste rappeler et remercier les partenaires, Canopé, le rectorat, Pierre Vive pour son accueil et son organisation impeccable, tant technique que logistique. Et puis un grand merci, un grand bravo à Julien Revenu pour cette agilité d'esprit et pour cette agilité d'esprit et de trait qui a ponctué toute la journée. Oui, Julien, tu as une question? Non, alors Estelle, le monsieur. Il connaît tout le monde. C'est que des figurants, en fait. Ça savais pas. En fait, ce sont que des prénoms fictifs. Hein. J'ignore les prénoms de chacun et chacune. Merci, Julien, bravo. Alors, bon retour. Et vous avez bien compris, avec Amélie et toute l'équipe d'Onction Cinéma, on est naturellement à votre service. Et sur cette dimension-là d'éducation à l'image, en tant que centre de ressources, que production aussi de ressources et de suggestions, d'ateliers, de contenu, on est à votre écoute en permanence. Amélie, un ultime mot ou j'ai... Je pense que c'est on a dit l'essentiel. Très merci, bien. Merci à tous en tout cas. Allez, bonne soirée et à bientôt. Merci.